À chacune d'entre nous échoit sa pénitence. Ici, au couvent, sa manière de gagner le salut éternel. Moi, j'ai hérité de la tâche d'écrire des histoires. C'est dur. C'est vraiment dur. Dehors, c'est l'été ensoleillé. Depuis la vallée monte une rumeur de voix et d'eau remuée. Ma cellule est en hauteur, et de mon soupirail, je peux voir une anse du fleuve, de jeunes paysans tout nus qui se baignent. Et plus loin, derrière un bosquet de saules, des filles, qui, après s'être dévêtues, descendent, elles aussi, se baigner. Un des garçons, en nageant sous l'eau, a jailli pour les regarder, et elles se le montrent en criant. Je pourrais y être, moi aussi, et en belle compagnie, avec des jeunes gens de mon rang, avec mes dames et mes valets. Hélas, notre sainte vocation exige que nous placions avant les joies fugitives de ce bas monde quelque chose qui puisse rester. Qui puisse rester. Si jamais ce livre, lui aussi. Et nos actes de piété, tous autant qu'ils sont, accomplis avec des cœurs de cendre, ne sont pas déjà des cendres à leur tour, et cendres plus encore que les actes sensuels qui s'accomplissent au fleuve là-bas, qui frémissent de vie et se propagent comme des cercles dans l'eau. On se met à écrire avec élan, mais il y a une heure à laquelle la plume ne gratte plus que l'encre poussiéreuse, et où ne circule plus une goutte de vie. Et la vie est tout entière au dehors, hors de la frontière, hors de nous. Et il semble qu'on ne pourra plus jamais se réfugier dans la page qu'on est en train d'écrire. Ouvrir un autre monde. Franchir le pas. Peut-être est-ce préférable. Peut-être que lorsqu'on écrivait avec joie, ce n'était ni miracle, ni grâce. C'était péché, idolâtrie, orgueil. J'en suis sorti, donc? Non. En écrivant, je ne me suis pas amélioré. J'ai juste consumé un peu de ma jeunesse haletante et insouciante. Que me vaudront ces pages, fruits du mécontentement? Le livre, le vœu, ne vaudront qu'autant que l'on vaut. Qu'on assure le salut de son âme en écrivant, ce n'est pas dit. On écrit. On écrit et notre âme est déjà perdue. Voulez-vous donc que je me rende chez la mère supérieure, et que je la supplie de m'attribuer un nouvel ouvrage? Qu'elle m'envoie tirer l'eau du puits, filer du chanvre, écosser les pois chiches? Ça ne sert à rien. Je continuerai, en accomplissant mon devoir de non-scribe du mieux que je peux. Il me faut maintenant raconter le banquet des paladins. Contrevenant à toutes les règles de l'étiquette impériale, Charlemagne allait se mettre à table avant l'heure, quand les autres commensaux n'étaient pas encore là. Il s'assied et commence à grignoter du pain, ou du fromage, ou des olives, ou des petits poivrons. En somme, tout ce qui est déjà sur la table. Et non content de cela, il se sert avec les mains. Souvent, le pouvoir absolu fait perdre toutes sortes de freins, même aux souverains les plus modérés, et il engendre l'arbitraire. Arrivent en petits groupes les paladins, vêtus de leur belle tenue de cérémonie, qui, parmi les brocarts et les dentelles, laissent toujours entreapercevoir le fer des haubers. Mais ceux dont les mailles annulaires sont très larges, et portant leur cuirasse d'apparat, lustrés comme des miroirs, mais qu'il suffit d'un coup d'estoc pour faire voler en éclats.
Roland est le premier qui s'assied à la droite de son oncle, l'empereur. Puis Renaud de Montauban, Astolphe, Angelé de Bayonne, Richard de Normandie, et tous les autres. À l'autre bout de la table, allait s'asseoir Agilulphe, toujours vêtu de son armure de combat immaculée. Qu'est-ce qu'il venait faire à table, lui qui n'avait pas et n'aurait jamais d'appétit, ni un estomac à remplir, ni une bouche à laquelle apporter une fourchette, ni un palais à enflammer de vin de Bourgogne. Et pourtant, il ne manque jamais à aucun de ces banquets, qui se prolongent pendant des heures. Lui qui saurait les employer à meilleur escient, ces heures, en les consacrant à des opérations liées à son service. Nonobstant, il a droit, lui aussi, comme tous les autres, à une place à la table impériale. Et il l'occupe. Et il accomplit le cérémonial du banquet avec l'attention méticuleuse qu'il met dans tous les autres cérémoniaux de sa journée. Ce sont toujours les mêmes plats que l'on sert habituellement à l'armée. Dinde farcie, oie à la broche, daube de bœuf, petit cochon de lait, anguille, dorade. Les valets ont à peine le temps de poser les plateaux sur la table que les paladins se jettent dessus, prennent avec les mains, déchiquettent, se couvrent les cuirasses de jus, aspergent tout avec la sauce. Il règne là plus de chaos encore que pendant la bataille. Soupières renversées, poulets rôtis qui volent, et les valets qui arrachent les plats du service avant qu'un glouton ne les vide dans son écuelle. Au coin de la table où est assis Agilulphe, au contraire, tout se passe le plus proprement du monde, avec calme et ordre. Mais il faut une plus grande assistance de serviteurs pour lui, qui ne mange pas, que pour tout le reste de la tablée. Première chose, alors que règne partout une grande confusion de plats sales, au point qu'entre un service et l'autre, ce n'est même pas la peine de les changer, et que tout le monde mange là où il peut, à même la nappe, Agilulphe continue à demander qu'on dispose devant lui de nouveaux couverts, plats, petits plats, écuelles, verres de toutes sortes et de toutes contenances, fourchettes et cuillères, et petites cuillères, et couteaux, et gare s'ils ne sont pas bien affilés. Et il est tellement exigeant en matière de propreté qu'il suffit du nombre opaque sur un verre ou sur un couvert pour qu'il les renvoie. Puis il prend de tout, peu, mais il en prend. Il ne laisse jamais passer un service. Par exemple, le voici qui découpe une tranche de sanglier rôti, met la viande dans une assiette, la sauce dans une autre, plus petite. Puis, avec un couteau des plus affûtés, il découpe la viande en très fines lamelles. Et ces lamelles, il les fait passer d'une assiette dans une autre, où il les arrose avec la sauce, jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement imbibées. Celles qu'il a arrosées, il les met dans une autre assiette. Et, de temps en temps, il appelle un valet, lui donne cette dernière assiette à emporter, et en demande une propre. Et c'est ainsi qu'il s'occupe pendant des demi-heures entières. Ne parlons pas du poulet, du faisan, des grives. Il y travaille pendant des heures sans jamais les toucher, sinon de la pointe de petits couteaux qu'il demande expressément et qu'il fait changer plusieurs fois pour détacher du dernier petit osselet la plus fine fibre de viande qui lui résistait encore. Il prend aussi du vin, et il ne cesse de le transvaser et de le répartir entre les multiples calices et petits verres qu'il a face à lui, et les à nappes dans lesquels il mélange un vin avec un autre. Et de temps en temps, il les remet à un valet pour qu'il les emporte et qu'il les échange avec d'autres.
Du pain il fait une grande consommation. Il ne cesse d'amasser la mie en petites boules tout identiques, qu'il aligne en rangées bien ordonnées. De la croûte il fait des miettes, et avec ces miettes, il construit de petites pyramides, jusqu'à ce qu'il en ait assez, et qu'il donne l'ordre aux domestiques de balayer la nappe, avec une petite brosse. Puis il recommence. Au milieu de toutes ces occupations, il ne perd pas le fil de la conversation qui se noue d'un bout à l'autre de la table, et il intervient toujours à propos. De quoi parlent les paladins pendant le repas? Comme d'habitude, ils se vantent. Roland dit: Je dois dire que la bataille d'Aspremont tournait mal jusqu'au moment où j'ai battu en duel le roi Golan, et que je lui ai ravi Durandal. Il y était tellement attaché que, quand je lui tranchai le bras d'un coup net, son poing resta accroché au pommeau de Durandal, et qu'il m'a fallu des tenailles pour le détacher. Et Agilulf: Ce n'est pas pour te donner tort, mais pour être tout à fait exact, il faut rappeler que Durandal fut remise par les ennemis au cours des pourparlers d'armistice 5 jours après la bataille d'Aspremont. Elle figure en effet dans la liste des armes légères remises à l'armée des Francs, entre autres clauses du traité. Renaud, alors: Soit, mais rien à voir avec ma flamberge. Au passage des Pyrénées, ce dragon que j'ai dû affronter, je l'ai coupé en deux d'un coup d'épée. Et vous n'êtes pas sans savoir que la peau du dragon est plus dure que du diamant. Agilulf intervient. Voyons, tâchons de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Le passage des Pyrénées a eu lieu en avril. Et en avril, comme tout un chacun le sait, les dragons muent, et leur peau est alors molle et tendre comme celle des nouveau-nés. Les paladins. Mais oui, un jour ou un autre, si c'était pas à cet endroit, c'était ailleurs. Bref, ça s'est passé comme ça. Pas la peine de chercher la petite bête. Mais ils en avaient marre. Cet Agilulf qui se rappelait toujours tout, qui, pour le moindre fait, était toujours capable de produire des documents, qui, même quand un exploit était célèbre, reconnu par tout le monde, et que tout un chacun en avait un souvenir des plus précis, même s'il n'avait pas été là pour y assister, était toujours là pour le réduire aux dimensions d'un simple fait d'armes, qu'on peut signaler dans le rapport quotidien remis le soir au commandement du régiment. Entre ce qui se passe sur le champ de bataille et ce qui se raconte, depuis que le monde existe, il y a toujours eu une certaine différence. Mais dans la vie d'un guerrier, que certains faits aient eu lieu ou non, cela n'a pas beaucoup d'importance. Il y a la personne du guerrier. Il y a sa force, la continuité dans la façon de se comporter, qui garantissent que si les choses ne se sont pas passées exactement comme ça, point par point, elles auraient pu se passer ainsi. Et elles pourraient encore se passer ainsi dans une occasion semblable. Mais quelqu'un comme Agilulf n'a rien pour soutenir ces actions, vraies ou fausses. Ou bien elles sont consignées jour après jour sur le procès-verbal, inscrites dans les registres, ou bien c'est le vide, la nuit noire. Et il voudrait réduire au même point tous ses collègues, ces éponges de Bordeaux et de vantardise, de projets mis au passé sans avoir jamais été au présent, de légendes, qui, après avoir été attribuées à l'un puis à l'autre, finissent toujours par trouver le protagoniste qui leur convient le mieux. De temps à autre, on en appelle au témoignage de Charlemagne. Mais l'empereur a fait tellement de guerres qu'il confond toujours l'une avec l'autre, et qu'il ne se rappelle même pas précisément quelle est la guerre qu'il est en train de faire en ce moment. Sa tâche, à lui, est de la faire, la guerre, et, à la limite, de penser à celle qui viendra après. Les guerres déjà faites, elles se sont passées comme elles se sont passées. Dans ce que racontent les chroniques et les troubadours, il faut faire la part des choses.
Mais quel enfer si l'empereur devait faire attention à ce que dit tout le monde pour rectifier leurs propos. Ce n'est que lorsque surgit une dispute qui pourrait avoir des répercussions sur la hiérarchie militaire, sur les grades, sur l'attribution des titres nobiliaires et des territoires, que le roi doit intervenir. Intervenir, c'est beaucoup dire, cela s'entend. Dans ce genre de cas, la volonté de Charlemagne ne compte pas beaucoup. Il faut s'en tenir aux conséquences, juger sur la base des preuves dont on dispose, et faire respecter les lois et les usages. C'est pourquoi, quand on l'interpelle, il hausse les épaules, s'en tient aux généralités, et s'en tire parfois avec un « Bon, qui sait ?» En temps de guerre, plus de paroles en l'air qu'en terre. Et c'est tout. À ce chevalier, Agilulf de Gildiverne, qui continue à faire des petites boules de mie et à contester toutes les aventures, fussent-elles relatées dans des versions parfois un peu inexactes, qui sont les authentiques titres de gloire de l'armée des Francs, Charlemagne voudrait refiler une corvée bien embêtante. Mais on lui a dit que les missions les plus pénibles sont justement pour lui autant d'occasions de faire du zèle. Et c'est pourquoi c'est peine perdue. « Je ne vois vraiment pas pourquoi tu dois couper les cheveux en quatre, Agilulf, » dit Olivier. « La gloire même des exploits tend à s'amplifier dans la mémoire populaire, et telle est bien la preuve que c'est la gloire authentique, fondement des titres et des grades que nous conquérons. »« Pas des miens, » répondit Agilulf en lui clouant le bec. « Chacun de mes titres, chacune de mes prérogatives, je les détiens en vertu d'exploits dûment attestés et corroborés par des documents inattaquables. »« Mon œil, » dit une voix. « Celui qui a parlé me rendra raison, » dit Agilulf en se levant. « Oulala, calme-toi, sois gentil, » lui firent les autres. « Toi qui as toujours à redire à propos des exploits des autres, tu ne peux pas empêcher qu'on vienne discuter les tiens. Pour ce qui me concerne, je n'offense jamais personne. Je me contente de donner des précisions sur les faits, en indiquant lieu, date et tout ce qu'il faut comme preuve. C'est moi qui ai parlé. Et moi aussi je vais donner des précisions. » Un jeune guerrier s'était levé, tout pâle. « Je voudrais bien voir, Thorismond, que tu trouves dans mon passé quelque chose de contestable, » dit Agilulf au jeune homme, qui était en effet Thorismond de Cornouailles. « Tu vas peut-être contester par exemple que j'ai été fait chevalier parce que, il y a 15 ans exactement, j'ai sauvé des violences de deux brigands Sophronie, la fille encore vierge du roi d'Écosse. Oh oui, je le contesterai. Il y a 15 ans, Sophronie, fille du roi d'Écosse, n'était pas vierge. » Un murmure courut le long de la tablée. Le code de chevalerie en vigueur à l'époque prescrivait que celui qui avait sauvé d'un péril assuré la virginité d'une jeune fille d'un noble lignage fût fait chevalier sur le champ. Mais le fait d'avoir sauvé d'un viol une femme noble, qui avait déjà perdu sa virginité, valait seulement une mention d'honneur et une solde double pour 3 mois. « Comment peux-tu soutenir une telle affirmation, qui est une offense non seulement à ma dignité de chevalier, mais aussi à une dame que j'ai prise sous la protection de mon épée ? » ?»« Je le soutiens. »« Et les preuves ? » ?»« Sophronie est ma mère. » Des cris de stupeur jaillirent de la poitrine des paladins. Le jeune Thorismond n'était donc pas le fils des ducs de Cornouailles ? « Oui, je naquis il y a 20 ans de Sophronie, alors âgé de 13 ans, » expliqua Thorismond. « Voici le médaillon de la maison royale d'Écosse. » Et après avoir fouillé sur sa poitrine, il tira de son hoqueton un médaillon, attaché à une chaînette en or. Charlemagne, qui jusqu'ici avait tenu son visage et sa barbe penchés sur un plat d'écrevisse,
jugea que le moment était venu de lever les yeux. « Jeune chevalier, Dit-il en donnant à sa voix le plus d'autorité impériale qu'il pouvait. vous rendez-vous compte de la gravité de vos propos ? Parfaitement, dit Thorismond. Et plus encore pour moi que pour d'autres. Le silence s'était fait autour de lui. Thorismond était en train de désavouer sa filiation avec le duc de Cornouailles, qui lui avait valu, en tant que cadet, le titre de chevalier. En déclarant qu'il était un enfant bâtard, fût-ce d'une princesse de sang royal, il courait le risque d'être chassé de l'armée. Mais l'enjeu était bien plus grave encore pour Agilulf. Avant de tomber sur Sophronie, agressée par les malfaiteurs, et de sauver sa pureté, il n'était qu'un simple guerrier sans nom, dans une armure blanche, qui arpentait le monde à l'aventure. Ou mieux, comme on n'avait pas tardé à le savoir, il n'était qu'une armure vide, sans guerrier dedans. Son haut fait d'armes en défense de Sophronie lui avait donné le droit d'être fait chevalier. Le titre de chevalier de Sélympie, cité rieur, était vacant à cette époque. Il avait pu ainsi l'endosser. Son entrée en service, et toutes les reconnaissances qui s'ensuivirent, les grades, les noms qui s'étaient ajoutés à la suite, n'étaient que les conséquences de cet épisode. Si on parvenait à démontrer l'inexistence de la virginité de Sophronie qui l'avait sauvée, c'était son titre de chevalier qui partait en fumée, et tout ce qu'il avait fait ensuite ne pouvait être reconnu comme valide sous aucun prétexte. Et toutes les noms, et toutes les qualités se trouvaient annulées. Et ainsi, chacune de ses attributions devenait aussi inexistante que l'était sa personne. Alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, ma mère tomba enceinte de moi, Racontait Thorismond. et, craignant la colère de ses parents s'ils avaient appris son état, s'enfuit du château royal d'Écosse et erra sur les hauts plateaux. Elle me donna le jour en plein air, dans les bruyères, et elle m'éleva jusqu'à l'âge de 5 ans, en me faisant vagabonder avec elle à travers les champs et les bosquets de l'Angleterre. Ses premiers souvenirs sont ceux de la plus belle période de ma vie que l'intrusion de ce personnage vint interrompre. Je me souviens de ce jour. Ma mère m'avait laissé à la garde de notre grotte, tandis qu'elle se rendait comme à son habitude dans les champs, pour voler des fruits. Elle tomba sur 2 bandits de grand chemin qui voulaient abuser d'elle. Ils auraient peut-être fini par devenir amis. Il n'était pas rare que ma mère se plaignît de la solitude. Mais surgit cette armure vide en quête de gloire, et elle mit en déroute les 2 brigands. Après avoir reconnu que ma mère était d'extraction royale, il la prit sous sa protection et la conduisit au château le plus proche, celui des Cornouailles, en la confiant au duc. Quant à moi, j'étais resté dans la grotte, tout seul, et mort de faim. Dès qu'elle le put, ma mère avoua au duc l'existence du petit garçon qu'elle avait dû abandonner. Je fus recherché par des serviteurs munis de torches et ramené au château. Pour sauver l'honneur de la famille d'Écosse, liée aux Cornouailles par des liens de parenté, je fus adopté et reconnu comme fils par le duc et la duchesse. Ma vie fut ennuyeuse et entravée par 1000 contraintes, comme l'est toujours celle des cadets des familles nobles. Je n'eus plus la possibilité de voir ma mère, qui prit le voile dans un couvent, retiré. Le poids de cette montagne de fausseté qui a détourné le cours naturel de ma vie a pesé sur moi jusqu'ici. J'ai enfin réussi à dire la vérité. Quoi qu'il puisse arriver maintenant, cela ne pourra certainement pas être pire que ce que j'ai connu jusqu'ici. Entre-temps, à table, le dessert avait été servi.
une génoise avec des couches superposées aux plus délicates couleurs. Mais l'effarement était tel, à la suite de ces révélations, qu'aucune fourchette ne se levait vers les bouches devenues muettes. « Et vous, qu'avez-vous à dire à propos de cette histoire ?» demanda Charlemagne à Agilulf. Tous purent remarquer qu'il n'avait pas dit « chevalier ». « Mensonge ! Sophronie était pucelle. Sur la fleur de sa pureté repose mon nom et mon honneur. Pouvez-vous le prouver ? J'irai chercher Sophronie. Et vous prétendez la retrouver telle quelle, après 15 ans ? Demanda Astolphe avec malignité. Nos cuirasses de fer ont une durée de vie bien plus brève. Elle prit le voile tout de suite après que je l'eus confiée à cette pieuse famille. En 15 ans, par les temps qui courent, nul couvent de la chrétienté n'échappe aux dispersions et aux saccages. Il n'est de béguine qui n'ait le temps de se débéguiner et de se rébéguiner au moins 4 ou 5 fois. Quoi qu'il en soit, une chasteté violée implique un violeur. Je le retrouverai, et j'obtiendrai de lui le témoignage de la date jusqu'à laquelle Sophronie pouvait être considérée comme une jeune fille. Je vous donne congé sur le champ, si vous le voulez, dit l'empereur. Je pense qu'en ce moment, rien ne vous tient plus à cœur que le droit de porter votre nom et vos armes, droit qui vous est désormais contesté. Si ce jeune homme disait la vérité, je ne pourrais pas vous garder à mon service. Pire, je ne pourrais vous considérer sous aucun rapport, pas même pour les arriérés de votre solde. Et Charlemagne ne pouvait s'empêcher de donner à son discours un timbre de satisfaction, un peu pressé, comme pour dire « Vous voyez que nous avons trouvé le moyen de nous débarrasser de cet importun. » L'armure blanche penchait désormais tout entière en avant, et jamais comme à ce moment elle n'avait autant donné à voir qu'elle était vide. La voix qui en sortait était difficile à distinguer. « Oui, mon empereur. Je partirai. »« Et vous ?» Charlemagne s'adressa à Thorismond. « Vous vous rendez compte qu'en vous déclarant né en dehors des liens du mariage, vous ne pouvez plus revendiquer le grade qui vous incombait en vertu de votre naissance. Avez-vous au moins une idée de qui pourrait être votre père ? Avez-vous quelque espérance d'être reconnu de lui ? Je ne pourrai jamais être reconnu. Ce n'est pas dit. Chaque homme, parvenu à un âge avancé, a tendance à vouloir équilibrer les comptes quand il fait le bilan de sa vie. Moi aussi, j'ai reconnu tous les enfants que j'ai eus de concubines, et il y en avait beaucoup. Et à coup sûr, certains n'étaient pas de moi. Mon père n'est pas un homme. Et qui peut-il être ? Belzébuth ? Non, sire, dit Thorismond, très calme. Et qui donc ? Thorismond avança au milieu de la salle, posa un genou à terre, leva les yeux au ciel et dit « C'est l'ordre sacré des chevaliers du Saint Graal. » Un murmure traversa le banquet. Plus d'un paladin se signa. « Ma mère était une enfant pleine de hardiesse, » expliqua Thorismond, et courait toujours au plus profond des forêts qui entouraient notre château. Un jour, au cœur de la forêt, elle rencontra les chevaliers du Saint Graal, qui campaient là, pour fortifier leur esprit en s'isolant du monde. La petite fille se mit à jouer avec ces guerriers. Et depuis ce jour, à chaque fois qu'elle pouvait tromper la vigilance familiale, elle se rendait au campement. Mais rapidement, à force de jeux d'enfants, elle revint enceinte. Charlemagne resta un moment perdu dans ses pensées, puis dit « Les chevaliers du Saint Graal ont tous fait vœu de chasteté, et aucun d'entre eux ne pourra jamais te reconnaître comme son fils. »« Et moi je ne le voudrais pas davantage, » dit Thorismond. « Ma mère ne m'a jamais parlé d'un chevalier en particulier, mais elle m'a éduqué à respecter comme mon père le Saint-Ordre, dans son ensemble.
Alors, ajouta Charlemagne, l'ordre dans son ensemble ne semble lié par aucun vœu de ce genre. Donc rien n'interdit qu'il se présente comme le père d'une créature. Si tu parviens à rejoindre les chevaliers du Saint Graal et à te faire reconnaître par l'ordre tout entier comme collectivité, tes droits militaires, vu les prérogatives de l'ordre, ne seront pas différents de ceux dont tu jouissais en tant que fils d'une noble famille. Je partirai, dit Thorismond. Soirée de départ ce soir, au campement des Francs. Agilulf prépara avec la dernière minutie son équipage et son cheval, et l'écuyer Gourdoulou se saisit au hasard de couvertures, étrilles, gamelles. Il en fit un gros tas qui l'empêchait de voir où il allait, prit la direction opposée à celle de son maître, et s'en alla au galop, en faisant tout tomber sur son chemin. Nul n'était venu saluer Agilulf qui partait, si ce n'est quelques pauvres palefreniers, valets d'écurie et apprentis forgerons, qui ne faisaient pas trop de différence entre l'un et l'autre, et avaient compris qu'Agilulf était certes un officier un peu plus pénible que les autres, mais plus malheureux aussi. Les paladins, avec l'excuse qu'ils n'avaient pas été avertis de l'heure du départ, ne vinrent pas. Et par ailleurs, il ne s'agissait pas d'une excuse. Agilulf, depuis le moment où il avait quitté le banquet, n'avait plus adressé la parole à personne. Son départ ne fut pas commenté. Une fois réparties ses attributions, de telle sorte qu'aucune de ses nombreuses missions ne demeura sans responsable, l'absence du chevalier inexistant fut considérée comme digne de silence, comme sous l'effet d'une décision générale. La seule à en être émue, bouleversée même, ce fut Bradamante. Elle courut à sa tante. « Vite !» Elle appela gouvernante, femme de ménage, servante. « Vite !» Et elle faisait voler vêtements et cuirasses, et lances, et pièces d'armure. « Vite !» Et elle ne le faisait pas comme d'habitude quand elle se déshabillait sous l'effet d'un accès de colère, mais pour mettre de l'ordre, pour faire l'inventaire des choses qui traînaient là, et partir. « Préparez-moi tout. Je pars. Je pars. Je ne reste pas ici une minute de plus si lui est parti. Le seul qui pouvait donner un sens à ma vie et à ma guerre. Et maintenant il ne reste plus qu'un ramassis d'ivrognes et de brutes, moi comprise. Et la vie n'est plus que tangage entre lit et cercueil. Et lui seul en connaissait la géométrie secrète, l'ordre, la règle pour en comprendre le principe et la fin. » Et tout à son discours, elle revêtait une pièce après l'autre son armure de campagne, la cotte couleur pervenche. Et en peu de temps elle fut en selle, masculine en toutes choses, sauf dans cette fière manière d'être masculine qu'ont certaines femmes, vraiment femmes. Et elle piqua son cheval, défonçant les palissades, arrachant les cordes des tentes, et renversant les tréteaux des charcutiers. Et elle ne tarda pas à disparaître dans un épais nuage de poussière. Ce nuage, Rimbaud le vit alors qu'il courait à pied pour la chercher, et qu'il lui cria « Où vas-tu, Bradamante ? Me voici. Je suis là pour toi, et tu t'enfuis !» avec l'opiniâtre indignation des amoureux, et qui veut dire « Je suis là, jeune, débordant d'amour. Comment se peut-il que mon amour lui déplaise ? Mais que lui faut-il donc à celle-ci qui me refuse, qui ne veut pas m'aimer ? Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir de plus que ce que je sens pouvoir et devoir lui donner ? Et le voilà furieux, et il n'arrive pas à s'expliquer cette situation. Et à ce point-là, l'amour qu'il ressent pour elle est aussi amour de soi.
de soi amoureux d'elle, amour de ce qu'ils pourraient être tous les deux ensemble, et qu'ils ne sont pas. Et, fou de colère, Rimbaud courait vers sa tante, préparait cheval, armes, besace, partait à son tour. Parce que la guerre, on ne la fait vraiment bien qu'à la condition d'entrevoir entre les pointes des lances la bouche d'une femme, et que tout cela, blessures, nuages de poussière, odeur de chevaux, n'a pour seul goût que ce sourire. Torismond aussi partait, ce même soir, triste lui aussi plein d'espoir. C'était le bois qu'il voulait retrouver, le bois obscur et humide de l'enfance, la mer, les journées dans la grotte, et plus profondément, la pure fraternité des pères armés et vigilants autour du feu d'un bivouac secret, tous vêtus de blanc, silencieux, au plus profond de la forêt. Les branches les plus basses effleurent les fougères, et dans la terre grasse poussent les champignons qui ne voient jamais le soleil. Charlemagne s'était levé de la table du banquet, flageolant un peu sur ses jambes. Et après avoir entendu la nouvelle de tous ses départs imprévus, il se dirigeait vers son pavillon royal. Et pensait à l'époque où c'était Astolphe, Renaud, Guyon le farouche et Roland qui partaient pour des aventures qui finissaient ensuite dans les chansons des poètes, alors que désormais il était impossible de les faire bouger de leur place, ces vétérans, hors des strictes obligations de service. Qu'ils partent. Ils sont jeunes. Qu'ils fassent des choses, disait Charlemagne, avec cette habitude qu'ont les hommes d'action de penser que le mouvement est toujours une bonne chose, mais avec l'amertume des vieux aussi, qui souffrent de voir disparaître les choses d'avant, plus qu'ils ne se réjouissent de voir arriver les choses nouvelles.